Bien, mesdames et messieurs, il nous revient en notre qualité respective de chef de l'inspection générale de la justice et de chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale de vous présenter les principaux éléments du pré-rapport que nous venons de remettre à Monsieur le Premier ministre et Messieurs les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation nationale. Comme vous le savez, le 29 mai, Liana, âgée de 11 ans, disparaissait à la sortie du collège de Florence. Jérôme Barella, personne mise en cause dans 3 procédures ouvertes précédemment pour des infractions à caractère sexuel, était mis en examen le 1er juin du chef d'enlèvement et de séquestration de mineurs de 15 ans et placé en détention provisoire. Le corps de l'enfant a été retrouvé sans vie le 4 juin suivant. Le 5 juin, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux et le ministre de l'Éducation nationale ont saisi l'Inspection générale de la justice, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale et l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche d'une mission conjointe relative au traitement des procédures pour des infractions à caractère sexuel, ciblant Jérôme Barella, ouverte avant la disparition de Liana. Plus spécifiquement, le pré-rapport de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, remis ce jour à Monsieur le Premier ministre et Messieurs les ministres, concerne une plainte visant Jérôme Barella, déposée sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 août 2025, du chef de viol, au pluriel, sur mineurs de 15 ans. S'agissant de cette procédure, c'est-à-dire la plus récente, celle du 18 août, et de ce fait la plus sensible, et à ce stade, et celle-ci seulement, les ministres ont demandé à la mission de déterminer la chronologie des actes réalisés dans l'enquête concernant la victime que nous appelons A dans notre rapport, et d'objectiver les conditions de prise en compte, de gestion et de contrôle de ces procédures, tous échelons confondus, de déterminer les éventuels dysfonctionnements et d'en identifier les causes précises. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une inspection de fonctionnement et non d'une enquête disciplinaire. La mission est composée de 5 membres de l'Inspection générale de la justice et de 3 membres de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. L'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a, quant à elle, entamé ses investigations de manière distincte sur les questions relatives au parcours professionnel du mis en cause dans des établissements scolaires. Ces éléments ne sont pas abordés dans ce pré-rapport, mais les investigations réalisées à ce jour par l'IGESR ne font pas apparaître de dysfonctionnement. La mission a procédé entre le 8 et le 12 juin à une trentaine d'entretiens sur les sites judiciaires et les locaux de la gendarmerie, sites donc concernés par le traitement de cette procédure. Ont été entendues toutes les personnes qui sont intervenues dans le traitement de cette procédure. Magistrats, fonctionnaires de greffe, militaires de la gendarmerie nationale, ainsi que leurs supérieurs hiérarchiques. L'ensemble des magistrats, fonctionnaires, militaires, ont pleinement coopéré au bon déroulement de la mission et ont accepté de s'expliquer complètement, exprimant aussi gravité et compassion à l'égard du drame subi par Liana et sa famille. Ces entretiens ont toujours été conduits par une équipe mixte d'inspecteurs de l'Inspection générale de la justice et de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. De la même manière, les vérifications sur pièces ont été effectuées conjointement. Les constats et les analyses sont pleinement croisés et partagés par les 2 inspections générales. Il convient de préciser, et j'insiste là-dessus, mesdames et messieurs, sur le fait qu'une mission d'inspection est indépendante et libre de sa méthode.
J'ajoute également, mesdames et messieurs, qu'à travers ce pré-rapport, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais d'objectiver, d'analyser et de donner à comprendre. Vous trouverez ainsi dans le rapport des données en matière de ressources humaines, des données d'activité globale des services, les conditions concrètes d'exercice professionnel, en ce compris la charge globale de service pour les principaux intervenants dans le traitement de la procédure. Il est également fait état des applicatifs numériques métiers. Les modalités de déclinaison des instructions de politique générale définies par le garde des Sceaux ont été présentées et commentées par les procureurs généraux et procureurs des ressorts de Toulouse, Agen et Auch et ont fait l'objet de premiers examens de la part de la mission. La mission a eu un délai très bref pour réaliser ce pré-rapport. Les premiers constats et analyses seront complétés et approfondis dans le cadre des investigations ultérieures, notamment en examinant le traitement des autres procédures précédentes, elles plus anciennes, mettant en cause Jérôme Barel. Tout au long du pré-rapport, vous trouverez des encadrés qui mettent en exergue les points de contrôle saillants et les analyses de la mission à ce stade de leurs travaux. Une frise chronologique précise la temporalité des différentes phases de traitement de la procédure, ainsi que les dates de la manifestation de la mère de la victime, tant auprès du parquet d'Auch que de la gendarmerie de la compagnie de Condom. Pour résumer ce pré-rapport, il convient de distinguer le traitement de la procédure réalisé sur le ressort judiciaire de Toulouse de celui réalisé sur le ressort d'Auch. S'agissant du ressort judiciaire de Toulouse, la plainte du 18 août 2025 a été traitée avec célérité, réactivité par le parquet de Toulouse et le directeur d'enquête de la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touche. Pourtant, ces derniers, en l'état des critères de compétence actuellement prévus par le Code de procédure pénale, ne sont pas territorialement compétents pour traiter de l'intégralité de la procédure dans la mesure où le lieu des faits et le domicile de mise en cause relèvent du ressort d'Auch. La mission a ainsi pu relever la qualité de l'enquête initiale dirigée par le parquet de Toulouse et réalisée par la gendarmerie avec professionnalisme, respect de délais contraints et parfaite mise en application des directives nationales tant que locales, avec notamment l'audition de la victime selon les modalités adaptées aux auditions des mineurs dans les salles d'audition dites Mélanie, la réquisition des experts, expertise médicale, expertise psychologique de la victime, l'environnement de la mineure victime, la très grande conscience par le directeur d'enquête des antécédents du mis en cause et du risque de réitération. Au terme de ces premières investigations, la mission a noté le traitement adapté, diligent et qualitatif de la plainte réalisée tant par le parquet de Toulouse que la brigade territoriale de Plaisance-du-Touche. Pour autant, la mission a identifié au parquet de Toulouse, lors du dessaisissement, des points d'amélioration qui, s'ils avaient été mis en œuvre, auraient pu être de nature à prévenir les défaillances constatées par la suite et qui prennent pleinement en compte le caractère criminel de la procédure et sa gravité. Le parquet de Toulouse n'a pas signalé au parquet d'Auch, par téléphone ou par mail, la nature de la procédure et son caractère urgent. L'envoi dématérialisé de la procédure, même partielle, et où le contact préalable avec le parquet d'Auch aurait été de nature à faciliter une prise en compte rapide de la procédure et l'urgence de traitement requise. Les antécédents du mis en cause, bien identifiés par la brigade de gendarmerie de Plaisance-du-Touche, n'ont pas été pris en compte au moment du dessaisissement. S'agissant de la victime, il ne lui a pas été proposé un accompagnement à la hauteur du préjudice subi. Si la mère de la victime
a été pleinement écoutée et suivie par la gendarmerie de Plaisance-du-Touche, la saisine d'une association d'aide aux victimes aurait également permis à la mère de la victime d'être informée, orientée et accompagnée. Sur le ressort judiciaire du département du Gers, la procédure criminelle a été traitée comme une procédure ordinaire ou, à tout le moins, n'a pas été traitée comme une procédure prioritaire, tant de la part du parquet d'Auch que de la compagnie de gendarmerie de Condom. Le rapport objective un cumul de pertes de temps et une absence de suivi de procédure, tant de la part du parquet que de la gendarmerie. À l'arrivée de la procédure au parquet d'Auch, l'enregistrement au bureau d'ordre pénal, affecté d'un important retard d'enregistrement des procédures papier, a été tardif et consécutif à l'appel téléphonique de la mère de la victime qui a alerté l'agent administratif sur la nécessité d'un traitement urgent. Le caractère sensible de la procédure n'a pas été relayé. La procédure n'a pas été orientée vers le bon service de gendarmerie, retardant son traitement par les services de gendarmerie de la compagnie de Condom. La mission relève également une absence de prise en compte suffisante de l'urgence au regard du risque de réitération par le mis en cause. La procédure n'a pas bénéficié d'un suivi structuré. Des compléments d'investigation ont certes été requis, ainsi qu'un placement en garde à vue. Mais la mission relève que l'enquête n'a pas été suffisamment dirigée et pas du tout contrôlée, ni par le parquet, par la hiérarchie directe du directeur d'enquête de la brigade de gendarmerie de Lectoure. Le substitut d'Auch, comme le directeur d'enquête de la brigade de gendarmerie de Lectoure, n'ont pas pris toute la mesure de l'urgence à traiter cette procédure, à des degrés que la suite de la mission précisera. Par ailleurs, les défaillances du contrôle interne, tant au niveau de la communauté de brigade de Fleurance que de la compagnie de gendarmerie de Condom, n'ont pas permis d'apporter une vision différente de l'urgence et ainsi d'accélérer le traitement de la procédure. Ils apparaissent ainsi avoir travaillé en autonomie, sans signaler, à travers les divers vecteurs possibles, la procédure dont ils avaient la charge, malgré différentes directives locales, obérant ainsi la capacité de contrôle des supérieurs hiérarchiques. La mission a également d'ores et déjà identifié des pistes d'amélioration structurelle pour remédier et prévenir le renouvellement des défaillances identifiées. Cartographier dans toutes les juridictions les risques majeurs de la chaîne pénale et formaliser des plans d'action associés pour mettre ces risques prioritaires sous contrôle et en réduire la criticité. Généraliser la transmission dématérialisée des procédures criminelles via PPN avec un adressage dissocié des scellés afin de mieux contrôler le risque de rupture de continuité de prise de connaissance des procédures par les magistrats. Transposer des modalités de traitement des procédures VIF, violences intrafamiliales, et ainsi mettre en place une transmission systématique d'une copie dématérialisée de la plainte de la victime, ainsi qu'une grille d'évaluation du danger sur une messagerie électronique dédiée au parquet pour permettre des enregistrements de ces plaintes systématiques sur Cassiopée. Envisager enfin une extension des critères de compétences territoriales en intégrant le lieu de domicile de la victime. Intensifier aussi la rénovation des outils numériques d'enregistrement des signalements et enquêtes, ainsi que ceux dédiés au suivi des procédures, tant pour les services judiciaires que pour les services de gendarmerie. Réaliser enfin le bilan de la mise en place de la gestion collaborative des procédures en gendarmerie, généraliser les bureaux d'ordre départementaux, organes de contrôle, de gestion et d'orientation des procédures dont la gendarmerie est saisie. Mesdames et messieurs, l'inspection de fonctionnement se poursuit avec rigueur
dans le respect de toutes les personnes. La mission rendra son prochain pré-rapport le 10 juillet. Le rapport définitif est attendu pour le 5 septembre. Le pré-rapport sera, dans les prochaines heures, consultable sur le site du ministère de la Justice. Nous vous remercions.